on vous retrouve. Mélanie Bertrand, il y a eu cette décision très importante pour la suite du procès des viols de Mazan. La Cour est donc revenue sur la décision du président. Finalement, les vidéos ont été diffusées en présence de la presse et du public. Un moment, Mélanie, qui a été particulièrement éprouvant. Oui, un moment qui est toujours au cours, au moment où je vous parle, effectivement, c'est une nouvelle plongée dans l'horreur ici au tribunal d'Avignon avec la diffusion de ces viols. On rappelle que pendant 10 ans, Dominique Pellicot, il a filmé chaque agression sexuelle faite sur sa femme. Il filmait avec son téléphone, parfois en gros plan. C'est évidemment, vous l'imaginez, insoutenable. Alors je ne vais pas vous détailler chaque viol, mais c'est très instructif aussi parce que sur ces images, il y a ce qu'ont dit les accusés à la barre et il y a la réalité que l'on voit diffusée sur les écrans dans cette salle d'audience. Et c'est par exemple le cas d'un accusé qui hier disait n'avoir aucun souvenir du viol parce qu'il prétendait avoir été drogué par Dominique Pellicot quand il est arrivé au domicile de Mazan. On a vu la vidéo du viol il y a quelques minutes et je peux vous dire qu'on voit un homme très conscient sur les images qui semble en parfaite maîtrise de ses actes, très actif. Il viole, pardon pour ces termes, mais il viole Gisèle Pellicot pendant de longues minutes et pourtant à la barre, interrogé il y a quelques instants, il a répété n'avoir absolument aucun souvenir de cet acte sexuel, de ce viol. Il y a aussi le cas de cet autre accusé qui disait hier encore « J'ai été terrorisé par Dominique Pellicot, je n'ai pas eu d'autre choix que de m'exécuter ». Là encore, pardon pour les détails, mais on le voit violer Gisèle Pellicot allongée nue sur le lit pendant de longues minutes. À aucun moment on ne lit la peur sur son visage. On n'entend pas non plus de menaces dans la bouche de Dominique Pellicot qui filme cette scène. Ces vidéos, elles sont essentielles parce qu'elles permettent de mettre en perspective, encore une fois, ce que disent les accusés à la barre et le récit implacable des images. Et vous le disiez, dans la salle de retransmission juste à côté, il y a le public qui voit aussi toutes ces vidéos. Certaines personnes sont sorties précipitamment, d'autres s'accrochent à leur mouchoir tellement c'est difficile. Une nouvelle journée donc éprouvante ici au tribunal d'Avignon, mais essentielle pour comprendre la réalité du calvaire de Gisèle Pellicot. Merci beaucoup Mélanie Bertrand. Alexandra Gonzalez est à mes côtés du service police-justice de BFM TV. Ces vidéos, on va revenir tout d'abord un instant sur cette décision de la Cour. Il faut rappeler qu'évidemment ça a été en débat. Gisèle Pellicot, victime de ces viols, on le rappelle, il y a 50 hommes en plus de son mari qui sont accusés de l'avoir violée. Elle a été droguée et violée à son insu pendant son sommeil. Ces vidéos... Pourquoi ? Qui est-ce qui a soulevé ce problème ? Pourquoi est-ce qu'elle n'était plus diffusée à la Cour ? Alors en fait, ça s'est passé le 20 septembre dernier. Une première vidéo de ces actes commis sur Gisèle Pellicot a été diffusée sans le public, mais en présence de la presse. J'étais à ce moment-là, je venais de partir du tribunal et Mélanie Bertrand était encore au tribunal à ce moment-là. Et donc le président avait décidé de laisser la presse, mais de demander au public de sortir. Après la diffusion de cette première vidéo, la défense, les avocats de la défense ont demandé à ce que le président revienne sur cette décision et interdise à tous, sauf pour les avocats et pour la Cour, de voir ces vidéos. Et le président leur avait accordé cela. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait ce qu'on appelle un huis clos partiel. À chaque fois qu'une vidéo était diffusée ces derniers jours, on va dire, le public, mais aussi la presse, sortait de la salle. Nous, chroniqueurs judiciaires, nous avions dénoncé cette situation, non pas par voyeurisme, mais comme le disait Mélanie, pour pouvoir mettre en perspective ce que racontent les accusés à la barre et parfois ce que l'on voit ensuite sur les vidéos. Et il y a une véritable différence. Et ça, lorsqu'on chronique un procès, lorsqu'on fait le récit de ce qui se passe pour que les gens soient, et comme les yeux et les oreilles aussi dans cette salle d'audience pour suivre ces débats, eh bien, il faut qu'on puisse tout raconter. Et donc c'est pour cela qu'on avait on avait formulé la presse judiciaire cette demande auprès du président. Ce matin, il y a donc eu un débat entre les différentes parties. Ce qui était intéressant, c'est que Gisèle Pellicot elle-même, qui est sur ces vidéos, qui est victime de ces actes sexuels, ça sera à la justice de déterminer s'il s'agit de viol ou non, mais qui est donc sur ces vidéos, elle souhaitait que et la presse et le public puissent les voir. Et alors en plus, il y a ses proches, sa famille qui est sur place dans le tribunal. Alors en général, les proches sortent de la salle d'audience, mais elle reste dans la salle avec ses avocats. Je vous cite juste quelques mots de l'un de ses avocats ce matin dans sa plaidoirie lorsqu'il demandait justement à ce que ces vidéos soient diffusées. Il a dit, voilà, ces vidéos, il faut les voir en masse car c'est la banalité du mal. Tout montrer, c'est ce que nous souhaitons, nous, partie civile. Regarder les viols droit dans les yeux et la manière dont on traite
traite aujourd'hui les viols dans les cours de justice, car c'est aussi dans ces prétoires que se forge l'histoire. Voilà ce qu'a dit l'un des avocats, des mots très forts et qui ont fini par convaincre la Cour de revenir sur cette décision. On va poser la question à un avocat, justement, avocat pénaliste au barreau de Paris, Grégory Kagan. Merci beaucoup d'être avec nous. Je ne sais pas si vous avez entendu la plaidoirie des avocats de Gisèle Pelicot, mais vous partagez cet avis, c'est essentiel, c'est très important dans ce type de procès, notamment de diffuser des vidéos, même si encore une fois elles peuvent être extrêmement sordides et difficiles à voir. Oui, moi je m'associe pleinement avec ce qui a été dit par vos deux consoeurs, votre collègue journaliste qui est présente sur votre plateau, ainsi que votre collègue journaliste que vous avez entendu depuis la cour criminelle. Ce qu'elles ont dit est parfaitement juste et je m'y associe pleinement. Dans un procès pénal, quand on a la possibilité d'avoir du support matériel, des photos, des vidéos, des enregistrements, c'est essentiel de les voir car ça donne de la consistance aux choses. La lecture des procès-verbaux à froid, c'est une chose. La visualisation de ce qui s'est passé en est une autre. Et c'est ça qui donne la réalité et l'absolue terreur de ce qu'a pu subir une victime. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne prend pas la mesure de la gravité exceptionnelle des infractions sexuelles si à un moment donné, on ne peut pas voir, lorsqu'il y a un élément matériel, ce qu'il s'est réellement passé. Je pense que l'avocat a très bien résumé les choses en disant que c'est là que se déroule le mal absolu et il faut voir ces choses-là. Je pense que c'est essentiel. Et c'est pas du voyeurisme, comme l'a dit très justement votre collègue. C'est parfait ce qu'elle a dit. Mais la question, c'était que le public et les journalistes puissent voir ces vidéos. De toute façon, la Cour allait regarder ces vidéos. C'est important aussi, oui. Je vais vous poser la question peut-être à tous les deux, Grégory Kagan, c'est important aussi que le public et les journalistes voient ces vidéos. Oui, parce que là, il ne faut pas oublier que la justice se rend au nom du peuple français et en audience publique. Et le peuple français, je pense qu'il est nécessaire, s'il le souhaite, non pas par voyeurisme, mais qu'il puisse prendre connaissance du caractère effroyable de ce qui a pu se dérouler et de ce qu'ont pu subir les victimes. Vous voyez que c'est comme quand on parle de pédophilie. La pédophilie, c'est absolument horrible. Mais quand on utilise des mots et des mots qui sont froids, on ne se rend pas compte de l'horreur absolue de ce que c'est. Alors, on peut décider de ne pas les voir. On peut sortir d'une salle d'audience. Mais si on a besoin de se faire une conviction, il faut le voir. Et il faut le voir aussi en termes de justice, justement, comme le disaient vos deux collègues journalistes, pour mettre les prévenus, enfin plutôt les accusés, face à leurs contradictions. Parce que j'ai cru comprendre, sauf erreur, que la plupart des accusés contestaient les choses, avaient tendance à minimiser, disaient qu'ils venaient dans des rapports prétendument consentis ou dans des jeux sexuels, et voir des vidéos et voir le comportement des gens permet de les mettre face à leurs contradictions, si ce n'est leurs mensonges. C'est absolument essentiel, je pense, en termes de rendu de la justice. Quels étaient les arguments des avocats de la défense, Alexandra ? Eux parlaient de dignité des débats et disaient que ça n'apportait aucune sérénité que d'avoir la presse, notamment, c'était surtout la presse qui était visée, la presse présente à ce visionnage. Moi, j'estime que ce que je trouve vertigineux dans ce procès, c'est de se dire que finalement, la plupart de ces procès se déroulent en général à huis clos. D'ailleurs, en général, parce que la partie civile le souhaite. Et lorsque la partie civile le souhaite, ça peut être décidé. Et donc, c'est un huis clos absolu. Et normalement, les procès pour viol, non seulement sont à huis clos absolu, c'est-à-dire que ni le public, ni la presse ne peuvent assister à ces débats. Et donc, on ne peut pas en rendre compte et réaliser aujourd'hui ce que c'est la justice face à ces viols. Mais aussi, la particularité de ce procès, c'est que habituellement, dans ces affaires, ce qu'on voit, c'est parole contre parole, témoignage contre témoignage. Là, il y a des preuves matérielles et c'est extrêmement rare d'avoir ça. Des preuves matérielles qui viennent conforter ce que dit l'accusation, ce que décrivent les enquêteurs, ce qu'ils ont pu mettre au jour avec leurs investigations. Donc, tout cela fait que ce procès est véritablement saillant, particulier et sort de l'ordinaire de tous les procès auxquels on peut assister. Et puis il y a la personnalité de Gisèle Pelicot qui fait de ce procès un procès encore plus hors norme, parce qu'elle est hors norme, il faut le rappeler, c'est vrai qu'elle est applaudie à chaque fois qu'elle arrive au tribunal. Gisèle Pelicot, elle ne se comporte pas forcément comme tout le monde pourrait se comporter. C'est elle, encore une fois, qui a demandé la publicité, la diffusion au public et aux journalistes de ces vidéos. Elle incarne vraiment et elle veut
incarner ce combat contre les violences sexuelles? Oui, alors elle veut l'incarner et en même temps, elle ne tire pas spécialement une couverture à elle. C'est-à-dire qu'en arrivant, elle ne prend pas la parole, elle ne s'exprime quasiment jamais. La seule fois où elle a parlé face aux médias, c'est lorsqu'elle a expliqué qu'elle faisait ça aussi pour que les symptômes de la soumission chimique soient connus de tous, soient médiatisés. Et disait-elle, peut-être qu'un jour, une femme entendra ça et se dira tiens, moi aussi, le matin, quand je me réveille, je ne me sens pas bien, je ne sais pas pourquoi j'ai des douleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai des amnésies qui ne sont expliquées par personne. Il faut rappeler qu'elle a traversé, Gisèle Pelicot, 10 ans d'errance médicale où elle avait des douleurs, des symptômes, mais qui n'étaient expliqués par personne. Évidemment, parce qu'aucun médecin ne pouvait soupçonner qu'elle subissait des actes sexuels à son insu. Donc, elle le fait aussi pour ça. Pour autant, il ne faudrait pas que les victimes aujourd'hui de viols et de violences sexuelles se sentent écrasées et obligées de porter elles aussi ce combat. C'est-à-dire que j'estime qu'il y a de la dignité à la fois dans ce qu'elle incarne, mais aussi pour les personnes qui peuvent ne pas oser lever un huis clos sur leurs propres affaires, par exemple. Grégory Kagan, ce procès, c'est un procès hors norme, on le dit, on le répète. Pour vous, il peut éventuellement faire évoluer certaines mentalités? Oui, je pense que d'ailleurs se pose aujourd'hui la redéfinition de la définition du viol. Alors attendez, avant de revenir là-dessus, je voudrais juste faire une parenthèse pour dire que moi je conteste cet argument de la défense qui consiste à dire que la diffusion de ces vidéos pourrait porter atteinte à la sérénité des débats. D'une part, je pense qu'à partir du moment où il y a des éléments matériels qui apportent la vérité, eh bien la vérité elle est source de sérénité. Donc s'il y a des éléments de vérité, ils doivent être diffusés. Et l'autre chose, c'est que c'est vrai que je salue l'attitude extraordinaire de Madame Pelicot, qui est parfaitement digne. Et s'il y a eu des sujets d'atteinte à la sérénité, il me semble, en tout cas à moi, à titre en tant qu'avocat qui exerce également la défense, ils ont été portés par les accusés eux-mêmes et certains avocats de la défense qui ont fait des vidéos sur lesquelles je suis en totale opposition. Maintenant, pour revenir à votre question sur l'évolution, en effet, il y a le sujet de la définition du viol. Je crois que ça a d'ailleurs été abordé par le nouveau Premier ministre, puisque nous, on commence à prendre en France un peu du retard par rapport à l'évolution de la définition dans les pays européens, puisque vous le savez, chez nous en France, le viol est défini comme un rapport sexuel qui est imposé à une personne par violence, surprise ou contrainte, et dans d'autres pays européens, ils y ont ajouté la caractéristique de la non-recherche du consentement. Et je pense qu'on va devoir y venir, si vous voulez, parce que souvent, quand je défends des clients, enfin quand des gens viennent me voir parce qu'ils sont convoqués pour des mises en cause pour viol, je me rends compte que dans la plupart de ces dossiers, les choses ne se sont pas bien passées parce que la plupart des personnes, alors je ne parle pas de soumission chimique comme dans le dossier Madame Pelicot, mais ont manqué de bon sens. Les rapports qui ont été faits entre deux personnes, qui des fois se sont faits très vite suite à une rencontre, le soir même, des choses comme ça, sont des rapports où l'un et l'autre a manqué de distance, il n'y a pas eu de bon sens et on ne sait pas, on n'a pas passé du temps sur ce sujet de recherche du consentement. Donc je pense que ce procès pourrait être l'occasion de faire évoluer en effet la définition de l'infraction du viol et peut-être d'y inclure cette condition qui n'existe pas encore dans la loi pénale française, qui est le manquement à la valable recherche du consentement, qui posera bien évidemment tout un tas de difficultés au regard de la preuve, ce qui est comment est-ce qu'on va prouver la valable recherche du consentement, mais néanmoins ça pose le débat et ça permet de faire évoluer les définitions des infractions sexuelles ainsi que les comportements des uns et des autres, et en particulier les comportements des hommes. Alexandra Gonzalez, le comportement des accusés, on les voit se succéder à la barre et globalement ils sont tous dans le déni. Ils disent qu'ils ne savaient pas qu'elle était endormie, mais qu'ils pensaient que c'était une forme de jeu. Là aussi, on parle de cette notion de consentement. Oui, c'est ce qui s'est dégagé en tout cas des 7 accusés qui étaient hier interrogés dans cette salle d'audience. Donc chaque semaine, en fait, des accusés passent à la barre. On le rappelle, ils sont 50 en plus de Dominique Pelicot. Hier, les 7 accusés étaient dans une forme de déni par rapport aux faits qui leur sont reprochés. L'un disait qu'il s'était senti terrorisé par Dominique Pelicot et qu'il n'avait fait que répondre à ses ordres. Et justement, sa vidéo vient d'être diffusée. Et ce que disaient des journalistes qui suivent l'audience, c'est que manifestement, il n'a pas l'air terrorisé. Après, voilà, ce sera à la cour de décider s'il l'était ou non. Mais ça montre comme les vidéos peuvent être évidemment extrêmement importantes. Il n'a pas du tout l'air terrorisé. Aussi. Il a l'air actif dans sa démarche et dans les actes qu'il commet. Donc là, justement, ça prouve bien l'importance aussi de ces vidéos pour chroniquer ce procès. Un autre argué d'un jeu sexuel d'un couple, disons
disant que pour lui, il venait voir un couple libertin et que c'était un jeu sexuel. Là encore, manifestement, la vidéo ne montre absolument pas ça, puisqu'elle montre un mari très violent avec sa femme, et dans les mots et dans les actes, et une femme qui est complètement inerte et qui n'a absolument pas conscience de ce qui se passe. Donc, encore une fois, une contradiction entre la ligne de défense et la vidéo. Et donc, la plupart aussi, hier, parlaient d'un viol involontaire. Ce sont leurs propos, en disant, lorsque je suis arrivée ici, je ne pensais pas que j'allais commettre ce viol. Maintenant, ce sera à la Cour de déterminer pour chacun s'ils sont coupables ou non.